immédiatement changé de sujet. Je les ai vus examiner des papiers qu'ils ont vite cachés à mon approche. Cette nuit-là, quand je les ai vus enterrer quelque chose au milieu de la nuit, toutes les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler de la manière la plus terrifiante qui soit. Mais ce que j'ai trouvé enterré a dépassé toutes mes pires craintes. Lorsque j'ai exhumé cet objet et que j'ai vu ce qu'il était vraiment, j'ai compris que les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde m'avaient trahi de la manière la plus ignoble et imaginable. Ce que j'avais entre les mains était la preuve que tout ce que je croyais à propos de ma famille était un mensonge. Tout ce que j'avais construit pendant des décennies s'effondrait sous mes yeux. Et ce n'était que le début du cauchemar qui allait suivre. Ce que je trouvais enfoui dans ce trou, ce furent des documents. Mais pas n'importe lesquels. Des documents que je gardais dans mon coffre-fort personnel. Des documents auxquels j'étais la seule à avoir accès. Des documents qui n'auraient jamais dû quitter ma chambre. Mon testament original, les actes de propriété du ranch, mon assurance vie et, plus troublant encore, une lettre que j'avais écrite 2 ans auparavant, adressée à un avocat, où j'exprimais mes soupçons sur le comportement étrange de Marcus et Andrea. Mes mains tremblaient en reconnaissant mon écriture dans cette lettre. Une lettre que je n'avais jamais envoyée, que je gardais comme un exutoire personnel, où j'écrivais comment j'avais commencé à sentir que Marcus ne me voyait plus comme son père, mais plutôt comme un obstacle, comme un vieux fardeau qui se dressait entre lui et mon héritage. Maintenant, je comprenais tout. Marcus avait violé ma vie privée, avait ouvert mon coffre-fort d'une manière ou d'une autre, avait lu mes pensées les plus intimes et avait décidé d'enterrer les preuves, afin que je ne puisse jamais prouver ses véritables intentions. Il pensait que si ces documents disparaissaient, je n'aurais aucun moyen de me protéger légalement de leur manigance. Mais il a commis une erreur fatale. Il ignorait que j'avais des copies de tous ces documents conservés dans un tout autre endroit. Il ignorait que, ces derniers mois, sentant que quelque chose clochait, j'avais commencé à prendre des précautions, et il ignorait encore plus l'existence de mon compte bancaire secret contenant plus de 200 000 $ provenant de la vente de propriétés héritées de ma sœur l'année dernière. Marcus avait toujours été intelligent, mais il sous-estimait complètement son père adoptif. Il me prenait pour un vieil homme crédule et naïf, prêt à avaler tout ce mensonge. Il allait bientôt découvrir à quel point il se trompait. Le lendemain, lorsqu'ils arrivèrent pour le déjeuner, comme chaque dimanche, je les observais avec un regard complètement différent. Je ne voyais plus mon fils adoré et sa femme. Je voyais 2 prédateurs qui planifiaient ma destruction, tandis que je leur servais à manger avec un amour paternel. Marcus était assis à table avec ce sourire faux que je reconnaissais désormais parfaitement. Andrea ne prit même pas la peine de dissimuler son mépris. Elle se servit le ragoût que j'avais préparé avec tant de soin, comme si c'était son droit, comme si j'étais son domestique gratuit. « Papa, commença Marcus d'une voix mielleuse. Andrea et moi avons réfléchi à ta situation ici, au ranch. Cette maison est trop grande pour quelqu'un de ton âge. Les frais d'entretien doivent te ruiner financièrement. » Andrea hocha la tête avec une fausse inquiétude. « Oui, Marshall. De plus, vivre si isolé n'est pas bon pour toi. Tu devrais être près de gens de ton âge, dans un endroit où tu reçois les soins médicaux dont tu as besoin. » Leurs paroles étaient comme des poignards empoisonnés. Ils parlaient de mon avenir comme si j'étais un fardeau, comme si mon bien-être était un inconvénient qu'ils devaient résoudre. Mais le plus douloureux était l'acte, la façon dont ils faisaient semblant de s'inquiéter pour moi alors qu'en réalité ils ne voulaient que se débarrasser de moi. « Et que proposes-tu » demandai-je d'une voix calme, même si intérieurement j'avais l'impression de me noyer dans la rage et la douleur. Marcus échangea un rapide regard avec Andrea avant de répondre. « Eh bien, nous avons visité de très bonnes maisons de retraite en ville, des endroits où l'on pourrait socialiser, où l'on aurait des activités, des soins médicaux 24h24, bien sûr, ajouta Andrea avec un sourire venimeux. Nous nous occupions de vendre le ranch pour payer toutes ces dépenses. Tu n'aurais plus jamais à te soucier de quoi que ce soit financièrement. » Leur plan était dévoilé sans la moindre honte. Ils voulaient m'interner dans une maison de retraite et garder ma propriété. Ils voulaient que je vende ma maison, l'endroit où j'avais été heureux avec ma femme, où j'avais élevé Marcus, où je gardais tous mes plus précieux souvenirs. Et si je ne voulais pas quitter ma maison, demandai-je, gardant mon calme, même si je sentais mon cœur bondir. Le masque de Marcus commença à se fissurer. Son sourire se crispa, forcé. « Papa, ne sois pas têtu. Tu n'es plus un jeune homme. Un accident peut arriver. Et si tu tombais et que personne ne te retrouve pendant des jours? Et si tu avais un problème de santé et que tu étais complètement seul? D'ailleurs, intervint Andrea d'une voix plus dure. Entretenir ce ranch coûte une fortune. Les impôts, l'entretien, les charges, ta pension de veuf ne suffisent pas à tout ça. Tu vis au-dessus de tes moyens.
C'était incroyable comme ils avaient calculé chaque argument pour me faire sentir comme un fardeau économique et émotionnel, comme si mon existence était un problème nécessitant une solution immédiate, comme si faire ce qu'ils voulaient était la seule option logique. J'ai besoin de temps pour réfléchir, leur dis-je finalement. Marcus frappa du poing sur la table et, pour la première fois, je vis son vrai visage. Le visage d'un homme frustré parce que sa victime ne se comportait pas comme il l'espérait. Le temps de quoi, papa? De continuer à t'étirer. Tu n'as plus 20 ans. Tu ne peux pas prendre de décision comme si tu allais vivre éternellement. Marcus a raison, ajouta Andrea d'une voix cinglante. À ton âge, les décisions importantes devraient être prises par des personnes plus jeunes, mieux préparées, qui comprennent vraiment le fonctionnement des finances et de l'avenir. Leurs paroles m'ont fait l'effet d'une gifle. Ils me traitaient comme une personne sclérosée, incapable de prendre soin de ma propre vie, comme si mon âge était synonyme d'incapacité mentale, comme si le fait d'être plus âgé me retirait automatiquement le droit de décider de mon avenir. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était que cela venait de Marcus, le garçon que j'avais élevé comme mon propre fils, à qui j'avais donné tout mon amour, tous mes efforts, toutes mes ressources. Le garçon pour qui j'avais sacrifié ma jeunesse, mon temps, mes rêves. Cette nuit-là, après leur départ, je suis resté éveillé très tard, ressassant chaque mot de cette conversation, chaque geste irrespectueux, chaque regard calculateur, chaque phrase destinée à me faire sentir petit et inutile. C'est alors que j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. S'ils voulaient jouer ça le jeu, je leur apprendrais à vraiment jouer ce jeu. Mais ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Les jours suivants, Marcus et Andrea intensifièrent leur campagne psychologique contre moi. C'était comme s'ils avaient interprété mon silence comme une faiblesse, comme un signe que je cédais à leurs exigences. Ils ignoraient que chaque mot venimeux qu'ils me disaient ne faisait que renforcer ma détermination à les détruire complètement. Mardi matin, Andrea arriva à l'improviste, quelques brochures à la main. Elle les déposa sur ma table de cuisine comme s'il s'agissait d'ordre militaire auquel je devais obéir sans poser de questions. « Écoute, Marshall, j'ai déjà fait toutes les recherches pour toi. Voici les 3 meilleurs endroits que j'ai trouvés. Ils proposent des activités pour les seniors, les repas inclus, un service médical permanent. Ils ont même un salon de beauté à l'intérieur. » Elle parlait de ces prisons gériatriques, comme si elle m'offrait des vacances dans un hôtel de luxe, comme si m'enfermer entre 4 murs avec d'autres personnes âgées abandonnées par leur famille était le grand prix que j'attendais depuis toujours. « C'est un peu cher, poursuit-elle avec une fausse inquiétude. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Dès que nous vendrons le ranch, tu auras assez d'argent pour payer des années à l'avance. En fait, il nous restera largement assez d'argent pour que Marcus et moi puissions t'aider à couvrir tes dépenses supplémentaires. » Leur impudence m'a laissé sans voix. Non seulement ils voulaient me voler ma maison, mais ils ont eu l'audace de parler comme s'ils me rendaient service, comme si garder l'argent de la vente faisait partie intégrante de leur démarche pour prendre soin de moi. « Et où vas-tu vivre en attendant ?» ai-je demandé d'une voix neutre. Andreas a souri avec cette expression que je connaissais déjà. Le sourire de quelqu'un qui croit avoir déjà gagné. Bon, évidemment, nous resterons ici jusqu'à la vente. Quelqu'un doit s'occuper de la maison, la rendre présentable pour les acheteurs potentiels. Marcus va prendre congé pour se consacrer entièrement à la vente. Bien sûr, le plan parfait. Me mettre à la porte de chez moi pendant qu'il s'installe, les nouveaux propriétaires vivant confortablement à mes frais, pendant que je croupissais dans une maison de retraite financée avec l'argent de ma propriété. De plus, a-t-elle ajouté d'une voix plus dure, cette maison a besoin de nombreuses réparations avant de pouvoir être vendue. Le toit fuit, le bardage est vieux, le jardin est à l'abandon. Il va falloir investir des sommes considérables pour le remettre en état. C'était incroyable comme elle était passée d'une sollicitude paternelle feinte à une critique ouverte de ma maison. La maison que j'avais gardée impeccable pendant des décennies était maintenant, selon elle, un désastre qui nécessitait son intervention salvatrice. Ce soir-là, Marcus est arrivé avec une attitude complètement différente. Il ne faisait plus semblant d'être le fils aimant, inquiet pour son père. Son masque était tombé. « Papa, assez de compliquer les choses. Andrea et moi avons pris une décision. La semaine prochaine, tu vas visiter les 3 endroits qu'elle a sélectionnés, et tu vas en choisir un. Ce n'est pas une suggestion. C'est ce qui va se passer. » Son ton était celui de quelqu'un qui donne des ordres à un employé rebelle. Il ne prenait même plus la peine d'employer des mots doux ou de faux arguments. C'était de la pure imposition, de la pure intimidation. Et si je refuse, ai-je demandé, bien que l'enregistreur tourne déjà dans ma poche. Marcus s'est approché de moi avec une expression qui m'a effrayé. Dans ses yeux, j'ai lu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un mépris absolu. Du mépris pour l'homme qu'il avait élevé, qui avait tout sacrifié pour lui. « Tu ne refuseras pas, papa ?»
Parce qu'à ton âge, vivre seul dans cette grande maison, beaucoup d'accidents peuvent arriver. Les escaliers sont dangereux pour une personne âgée. Les sols peuvent être glissants. Les médicaments peuvent être facilement confondus. Ces paroles étaient des menaces à peine voilées. Il me disait que si je n'obéissais pas volontairement, il ferait en sorte qu'il m'arrive quelque chose, que mon accident serait le prétexte parfait pour prendre le contrôle de ma vie et de mes biens. De plus, il a continué d'une voix glaciale. J'ai déjà parlé au docteur Oliver de votre état mental. Je lui ai dit que ces derniers temps, vous montriez des signes de confusion, d'oubli, et que vous preniez des décisions irrationnelles. Il est très inquiet pour votre capacité à vivre de manière autonome. Le docteur Oliver était mon médecin de famille depuis des années, un homme qui m'avait toujours traité avec respect et affection. L'idée que Marcus lui ait menti sur mon état mental me mettait dans une rage inimaginable. « Vous avez menti au docteur Oliver à mon sujet ?» demandai-je d'une voix tremblante de rage. Je n'ai menti sur rien. J'ai dit la vérité à propos d'un homme de 69 ans qui refuse d'accepter la réalité de sa situation. Un homme qui croit pouvoir continuer à vivre comme s'il en avait 30. C'est exactement la définition de la détérioration mentale. Andrea s'est jointe à l'attaque avec un sourire cruel. Le docteur Oliver est entièrement d'accord avec nous. Il dit que c'est très courant chez les gens de votre âge. Déni, entêtement, incapacité à prendre des décisions rationnelles. Il a même mentionné que nous pourrions obtenir une ordonnance du tribunal si nécessaire. Une ordonnance du tribunal. Il voulait me faire déclarer mentalement incapable pour prendre le contrôle légal de mes biens. Il voulait utiliser le système judiciaire pour me voler tout ce que j'avais construit au cours d'une vie de travail et de sacrifice. « De quelle retraite parlez-vous » a demandé Andrea avec sarcasme lorsque j'ai mentionné mes revenus. « Vous n'avez même pas une retraite décente. Vous vivez de la sécurité sociale et d'économies presque épuisées. Avec combien d'argent penses-tu pouvoir entretenir cette propriété ?» C'était mensonge sur mensonge. Ma situation financière était solide, mais ils avaient construit un récit complet où j'étais un vieil homme ruiné et dément qui avait besoin d'être sauvé de ses propres décisions. « Papa » dit Marcus avec ce ton condescendant qu'il utilisait quand il me traitait comme un enfant stupide. « Nous comprenons que ce soit difficile pour toi. L'attachement émotionnel à cette maison, la résistance au changement. Mais c'est pourquoi nous sommes là pour t'aider à prendre les décisions que tu ne peux pas prendre seul. » Exactement. Andrea ajouta. « Nous t'aimons. C'est pourquoi nous sommes prêts à sacrifier notre temps et notre énergie pour résoudre ce problème. » D'autres enfants auraient simplement appelé les services sociaux et se seraient lavé les mains. Ils ont présenté leur projet de cambriolage comme un acte d'amour filial, comme si me chasser de chez moi et me voler mon héritage était le plus grand sacrifice qu'ils pouvaient faire pour moi, comme si je devais leur être reconnaissant de détruire ma vie avec tant de considération. Ce soir-là, après leur départ, j'étais assis dans le salon où j'avais passé les meilleurs moments de ma vie avec ma femme, où j'avais vu Marcus grandir, où j'avais célébré chacun de ses succès, où j'avais pleuré chacun de ses chagrins comme s'ils étaient les miens. Maintenant, ce même garçon, transformé en homme de 35 ans, voulait effacer tous ses souvenirs. Il voulait transformer ma maison en argent liquide et moi en un fardeau à déposer au meilleur prix. Mais j'avais un secret qu'ils ignoraient, des atouts qui allaient complètement changer la donne. Et il était temps de commencer à jouer. Ce que Marcus et Andrea ignoraient, c'est que ces 6 derniers mois, j'avais pris des précautions. Chaque conversation étrange, chaque regard calculateur, chaque remarque sur mon âge avait mis des alarmes se sont déclenchées dans ma tête. C'est pourquoi j'avais commencé à enregistrer nos conversations. J'avais un petit enregistreur que ma défunte épouse avait acheté des années auparavant pour ses réunions d'affaires. Je l'avais trouvé en fouillant dans ses affaires et j'avais décidé de le garder sans imaginer qu'un jour j'en aurais besoin pour me protéger de mon propre fils. Ces dernières semaines, chaque fois que Marcus et Andrea venaient me rendre visite, j'activais discrètement l'enregistreur. J'avais des heures d'enregistrement où leur plan de cambriolage était parfaitement clair. Leurs menaces voilées, leurs mensonges sur mon état mental, surtout leurs véritables sentiments à mon égard. Mais ce n'était pas tout. Le mois précédent, sentant que quelque chose de grave se préparait, j'avais consulté un autre avocat que celui que j'avais fréquenté toute ma vie, un avocat que Marcus ne connaissait pas, dans une ville voisine. Je lui avais exposé toute la situation et il m'avait aidé à protéger mes biens de la manière la plus intelligente possible. D'abord, j'avais secrètement transféré la moitié de mes économies sur un compte bancaire dans une autre banque, au nom d'une société que l'avocat avait créée pour moi. Ensuite, j'avais modifié mon testament, léguant tout à une fondation caritative, à l'exception d'une petite somme pour Marcus. Troisièmement, j'avais préparé une déclaration sous serment détaillant les menaces et le projet de vol qu'ils avaient fomenté contre moi. J'avais aussi autre chose qu'ils n'avaient jamais soupçonné. 8 mois plus tôt,
Ma sœur cadette était morte sans enfant, me laissant comme unique héritière une propriété dans la capitale valant plus de 500 000 $. J'avais décidé de garder cet héritage secret, pressentant qu'un jour j'en en aurais besoin comme d'une carte de visite. Cette propriété était déjà en cours de rénovation discrète. Un appartement de luxe en centre-ville avec sécurité 24h24, services médicaux à proximité, surtout loin des griffes de Marcus et Andrea. Vendredi matin, Marcus est arrivé, papier en main, et avec une attitude encore plus agressive que la semaine précédente. Il ne faisait même plus semblant d'être courtois. Il m'a traité comme un rebelle qu'il fallait mater par la force. « Papa, assez de jeu. J'ai apporté les formulaires de candidature pour les 3 maisons de retraite. Tu vas les remplir tout de suite et lundi, on commence les visites. Finissons-en. » Il a jeté les papiers sur la table comme s'ils étaient ma condamnation à mort. Des formulaires qui demandaient des informations sur mes antécédents médicaux, mes revenus, mes biens, ma famille responsable, tout cela conçu pour me cataloguer comme un fardeau social devant être interné. Et si je refuse de signer, ai-je demandé, bien que l'enregistreur tournait déjà dans ma poche. Marcus s'est approché de moi avec une expression qui m'a glacé le sang. « Tu ne refuseras pas, papa, parce que si tu refuses, demain j'appellerai les services sociaux et je leur parlerai de ta détérioration mentale, de ton refus de manger, de tes oublis de médicaments, de tes hallucinations. » « Des hallucinations ?» ai-je demandé, incrédule. « Oui, papa. Comme la fois où tu m'as dit avoir vu maman dans le jardin ou quand tu as insisté sur le fait que j'avais fouillé tes affaires. Des comportements clairement psychotiques qui nécessitent une attention médicale immédiate. » C'était brillant. Il transformait mes moments de nostalgie pour ma défunte épouse et mes soupçons justifiés sur son comportement en symptômes de démence. Il créait un faux historique de maladie mentale qu'il utiliserait pour me priver de tous mes droits. Andrea, il entra dans la cuisine à ce moment-là, comme s'ils avaient coordonné leur performance. « Marshall, j'ai déjà parlé au directeur de Hope Village. C'est la plus belle maison de retraite des 3. Elle a des jardins, des activités de loisirs et même un salon de beauté. Tu pourrais emménager la semaine prochaine si tu voulais. »« La semaine prochaine » m'exclamai-je. « Oui » répondit Marcus avec impatience. « On a déjà perdu trop de temps avec tes crises de colère. Andrea et moi avons des projets. On a une vie à vivre. On ne peut pas continuer à gâcher nos week-ends à venir ici pour te convaincre de l'évidence. » Il y avait la vérité toute nue. J'étais un inconvénient qui perturbait leur projet de vie. Un vieil homme gênant qui se dressait entre eux et leur confort. Il ne faisait même plus semblant de se soucier de mon bien-être. D'ailleurs, ajouta Andrea, cruel. À Hope Village, tu seras avec des gens de ton âge, des gens qui comprennent ce que c'est que d'être vieux, ce que c'est que d'être bon à rien, si ce n'est à se mettre en travers de leur chemin. Ces mots furent comme des gifles. Elle me disait sans détour que je ne servais plus à rien, que ma seule fonction dans la vie était de disparaître discrètement pour ne pas déranger les jeunes productifs. « C'est ça que je vaux pour toi ?» demandai-je d'une voix étranglée. « Un vieil homme qui ne sert à rien, si ce n'est à te gêner. » Marcus soupira d'exaspération, comme s'il était épuisant d'expliquer la réalité à un idiot. « Papa, ce n'est pas une question de ta valeur. C'est une question de réalisme. Tu as 69 ans. Ton corps n'est plus le même. Ton esprit n'est plus le même. Il est normal que tu aies besoin d'une aide spécialisée. Ce qui serait anormal, ce serait de prétendre pouvoir continuer à vivre comme si tu avais 40 ans et nous avons nos propres vies, ajouta Andrea sans la moindre compassion. Marcus travaille 60 heures par semaine. J'ai mon travail et mes responsabilités. On ne peut pas continuer à venir ici chaque semaine pour s'occuper de quelqu'un qui refuse l'aide dont il a besoin. C'était incroyable comme ils avaient réussi à renverser la situation. Ceux qui étaient venus cambrioler ma maison se présentaient maintenant comme des victimes sacrifiées qui perdaient leur temps à essayer d'aider un vieil homme têtu et ingrat. Et si je ne veux pas quitter ma maison, demandai-je en insistant sur le mot « mon ». La réaction de Marcus fut explosive. Il frappa la table si fort que les verres sautèrent. « Assez. J'en ai assez de tes caprices. Cette maison est trop pour toi. Point final. Les dépenses sont trop élevées pour ta misérable retraite. Point final. Ta santé mentale se détériore. Point final. Soit tu signes ces papiers volontairement, soit je les signe avec une ordonnance du tribunal te déclarant incompétent. » Marcus a raison. Andrea intervint d'une voix glaciale. « Nous avons été assez patients avec toi. D'autres enfants t'auraient interné de force il y a des mois, mais nous te donnons la possibilité de le faire avec dignité. » Avec dignité. Il voulait que je les remercie d'avoir cambriolé ma maison avec dignité. Il voulait que je célèbre le fait qu'ils détruisaient ma vie de manière civilisée.
Et si je te disais que je n'ai pas de problème financier, demandais-je. Et si je te montrais que je peux parfaitement entretenir cette propriété? Marcus rit sarcastiquement. Avec quel argent? Papa, ton compte en banque contient moins de 10 000 $. Les impôts sur cette propriété s'élèvent à 4 000 $ par an. L'entretien de base coûte au moins 2 000 $ par an. Les charges, 200 $ de plus. Ta pension est de 800 $ par mois. Où est le calcul qui te permet de maintenir ça? Il était évident qu'il avait enquêté sur mes finances, accédant probablement illégalement à mes informations bancaires, mais il n'était au courant ni de mon compte secret, ni de l'héritage de ma sœur, ni des placements que j'avais faits avec l'avocat. Papa, dit-il de cette voix condescendante que je détestais déjà de toute mon âme. Nous comprenons qu'il soit difficile d'accepter que tu ne puisses plus prendre soin de toi, mais c'est pour cela que nous sommes là, pour prendre les décisions difficiles que tu ne peux plus prendre. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Voir mon fils adoptif, que j'avais élevé avec tant d'amour, me traiter comme une handicapée mentale, me donna la force nécessaire pour exécuter mon plan. D'accord, dis-je finalement. Tu as raison. Il est peut-être temps pour moi de prendre ma retraite définitivement. Marcus et Andrea échangèrent un sourire triomphant. Ils pensaient que j'avais enfin cédé, qu'ils avaient brisé ma résistance. Ils ignoraient que je venais de leur déclarer la guerre. J'ai dit, je prends ma retraite. C'est définitif, ai-je répété d'une voix ferme, voyant leur visage s'illuminer d'une satisfaction malicieuse. Ils pensaient avoir gagné. Ils ignoraient que je venais d'activer la phase la plus dévastatrice de ma contre-attaque. L'après-midi même, après leur départ en célébrant leur prétendue victoire, j'ai appelé mon avocat. « Jacques, il est temps d'exécuter le plan. Je veux que tout ce que nous avons préparé soit activé demain. » Le lendemain, tôt le matin, une entreprise de déménagement est arrivée chez moi. Discrètes et professionnelles, elles ont emballé en quelques heures tous mes biens les plus précieux, mes bijoux, mes documents importants, mes souvenirs de famille, tout ce qui comptait vraiment pour moi. Elles ont tout expédié directement à mon nouvel appartement dans la capitale. Je me suis ensuite rendu à la banque où se trouvait mon compte secret. J'ai retiré 50 000 $ en liquide, l'argent dont j'aurais besoin pendant les prochains mois pour assouvir ma vengeance. Marcus et Andrea me prenaient pour un vieil homme sans ressources. Ils allaient bientôt découvrir leur erreur. Mon nouvel appartement dans la capitale était spectaculaire. 2 chambres, 2 salles de bain, une cuisine moderne, un balcon avec vue sur la ville, un service de sécurité 24h24. Surtout, il était à mon nom, sous une société que Marcus n'a jamais pu retrouver. C'était ma forteresse secrète, ma base d'opération pour la guerre qui allait éclater. Le lundi matin, Marcus est arrivé au ranch, s'attendant à me trouver en train de faire mes valises. J'ai emmené mes affaires à la maison de retraite. À la place, il a trouvé un mot collé sur la porte d'entrée. « Parti réfléchir à ma retraite. On reviendra quand on sera prêt. Ne me cherchez pas. » D'après ma voisine Yolanda, qui m'a raconté plus tard, Marcus est devenu fou. Il a crié, maudit, appelé mon téléphone, essayant désespérément de me localiser. Andrea est arrivé en courant et, ensemble, ils ont fouillé toute la maison à la recherche d'indices sur mon sort. Ils n'ont trouvé ni mon Nouveau Testament, ni mes documents légaux, ni mes enregistrements. Tout était en sécurité dans mon appartement secret. Ils ont trouvé la maison complètement vidée de mes objets de valeur et un compte en banque avec exactement 200 $, le minimum qu'il me restait, pour qu'ils ne soupçonnent pas que j'avais d'autres ressources. Pendant 3 jours, Marcus m'a appelé de manière obsessionnelle sur mon portable. Au début, avec cette voix douce et inquiète qu'il utilisait quand il voulait me manipuler. « Papa, on est très inquiet. Où es-tu? Ça va? Rentre à la maison. On pourra parler de tout ça. » Comme je ne répondais pas à ses appels, le ton a changé. Radicalement. Les messages vocaux devinrent agressifs, menaçants. « Papa, c'est ridicule. Tu as 69 ans. Tu ne peux pas errer comme un adolescent rebelle. Reviens immédiatement ou on appelle la police. » Le 4e jour, j'ai décidé de répondre à l'un de ses appels. Ma voix était fatiguée, vaincue, exactement comme je le souhaitais. « Marcus, mon fils, tu as raison. Je ne peux pas continuer à fuir la réalité. Je suis dans un hôtel bon marché en ville, à dépenser le peu d'économie qui me reste. Je n'en peux plus. Dans quel hôtel es-tu? On vient te chercher tout de suite, répondit-il avec soulagement. Non, ne viens pas. Demain, je retourne au ranch, mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. J'ai besoin d'une semaine de plus pour dire au revoir à ma maison, pour digérer émotionnellement ce qui se passe. Une semaine, et ensuite je signerai tous les papiers que tu veux. Marcus acquiesça immédiatement.
Une semaine semblait un bien petit prix à payer pour enfin obtenir ce qu'il voulait. Il ignorait que nous serions suffisants pour détruire sa vie. Vendredi, je suis retourné au ranch, mais pas seul. J'y suis arrivé dans un taxi de luxe, vêtu de vêtements coûteux achetés dans la capitale, coiffé par un professionnel et avec une attitude complètement différente. Je n'étais plus le vieil homme abattu qui l'humiliait depuis des mois. Marcus et Andrea m'attendaient dans le salon, les papiers de la maison de retraite posés sur la table. Leurs expressions triomphantes ont disparu lorsqu'ils m'ont vu entrer. Quelque chose dans ma posture, dans mon énergie, leur disait que quelque chose avait fondamentalement changé. « Papa, tu as l'air différent », a dit Marcus avec une pointe de suspicion. « Je me sens différent », ai-je répondu avec un sourire que je n'avais pas affiché depuis des mois. J'ai eu le temps de réfléchir à ma vie, à mes décisions, aux gens qui m'aiment vraiment. Andrea a froncé les sourcils. « Que veux-tu dire par là ? » Je veux dire que ces derniers jours, je me suis souvenu de quelque chose de très important. Je me suis rappelé qui je suis vraiment. Je ne suis pas le vieil homme inutile et brisé que tu veux me faire croire. Je suis Marshall Matthews, propriétaire de 2 propriétés, avec un compte en banque solide et un réseau de contacts que tu ne peux même pas imaginer. J'ai vu leur visage pâlir en enregistrant mes mots. Marcus s'est levé brusquement. De quoi parles-tu? De quelles 2 propriétés? De quel compte en banque solide? J'ai sorti de mon portefeuille un document que j'avais préparé spécialement pour ce moment. C'était l'acte de propriété de mon appartement dans la capitale, entièrement payé, évalué à 500 000 $. Cette propriété, je l'avais héritée de ma sœur il y a 8 mois. J'ai pensé que je devrais peut-être en parler à mon cher fils adoptif, mais je me suis souvenu qu'il était tellement occupé à planifier un cambriolage qu'il ne s'intéresserait probablement pas à mes autres biens. Le mot « adoptif » les a frappés comme une gifle. Marcus était paralysé, digérant le fait que je sois au courant des documents qu'il avait. Enterré, à propos de sa tentative de cacher son véritable statut juridique au sein de la famille. « Comment? Comment savez-vous cela ?» balbutia-t-il. « À propos de votre adoption. Je l'ai toujours su. Chérie, c'est moi qui t'ai adopté. Tu te souviens? Ce que je ne savais pas, c'est que vous aviez trouvé les documents originaux et que vous aviez décidé de les enterrer dans mon jardin pour que je ne puisse pas les utiliser légalement contre vous. » Andrea se leva comme si elle avait vu un fantôme. « C'est impossible. Ces documents sont enterrés. »« Non, plus maintenant. Je les ai déterrés la nuit même où je t'ai vu les cacher. Et pas seulement cela, je les ai photographiés, scannés, envoyés à mon avocat et conservés dans un coffre-fort avec les enregistrements de toutes nos conversations des dernières semaines. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcus et Andrea se regardèrent avec une panique absolue, comprenant enfin que leur victime s'était révélée bien plus intelligente et préparée qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. « Enregistrement » murmura Marcus d'une voix étranglée. « Des enregistrements où vous menacez de me causer des accidents si je n'obéis pas. Enregistrement où vous envisagez de voler ma maison. Enregistrement où tu m'insultes, m'humilies et me traites comme un déchet. Enregistrement où Andrea a dit que je ne suis plus bon à rien d'autre qu'à gêner. J'ai vu comment la réalité de leur situation commençait à pénétrer dans leur cerveau. Ils avaient complètement sous-estimé leur victime et désormais tous leurs propos empoisonnés, toutes leurs menaces, tous leurs projets criminels étaient légalement documentés. « Papa, on peut tout expliquer. »« Ce n'était pas notre intention, » commença Marcus désespérément. « Vous n'aviez pas l'intention de me voler, de me menacer, de mentir au docteur Oliver sur ma santé mentale, de projeter de me faire déclarer incompétent pour prendre le contrôle de mes actifs. » Chaque question était un coup direct au cœur de leur plan criminel. Je savais exactement tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient prévu, et j'avais les preuves pour le prouver. C'est ton propre bien. J'ai ri d'un rire qui n'était pas sorti de ma gorge depuis des mois. Un rire authentique, libérateur et puissant pour mon propre bien. M'enfermer dans une maison de retraite contre ma volonté et pour mon propre bien. Mentir sur ma santé mentale et pour mon propre bien. Marcus a essayé de m'approcher, mais quelque chose dans mon expression l'a arrêté brusquement. « Ton cauchemar. »« Notre cauchemar, papa. »« Tu exagères tout ça, » dit Marcus en essayant de reprendre le contrôle de la situation. Mais sa voix tremblait. « Asseyez-vous. Parlons comme des adultes civilisés. »« Adultes civilisés, » répétai-je avec ironie. Comme quand tu m'as menacé d'accident dans les escaliers, ou comme quand ta femme m'a dit que je n'étais plus bon à rien d'autre qu'à gêner. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur play sur l'un des enregistrements. La voix de Marcus remplit la pièce. « À ton âge, en vivant seul dans cette grande maison, de nombreux accidents peuvent survenir. Les escaliers sont dangereux pour une personne âgée. » J'ai vu Marcus s'effondrer sur le canapé, entendant ses propres paroles menaçantes reproduites avec une parfaite clarté.
Andrea devint pâle comme du papier. Dois-je continuer? Ai-je demandé avec un sourire qui les faisait trembler. J'ai appuyé à nouveau sur play. Cette fois, c'était la voix d'Andrea. Vous serez avec des gens de votre âge, des gens qui comprennent ce que c'est que d'être vieux, ce que c'est d'être bon à rien d'autre qu'à gêner. C'est illégal, balbutia Andrea. Vous ne pouvez pas enregistrer de conversations privées sans notre consentement. Illégal? J'ai ri. Cher, je suis dans ma propre maison. Je peux enregistrer tout ce que je veux. Mais savez-vous ce qui est illégal? Menacer une personne âgée qui projette de voler ses biens, mentir à un médecin pour déclarer faussement quelqu'un comme mentalement incapable. Marcus se leva brusquement. Son masque de fils aimant avait complètement disparu. Que veux-tu? L'argent. C'est tout. Dites-nous à quel point vous souhaitez oublier tout cela. De l'argent? M'exclamai-je avec incrédulité. Vous croyez qu'après tout ce que vous avez fait, après toutes les humiliations, après avoir projeté de cambrioler ma maison, vous croyez que cela se résout avec de l'argent? Andrea a essayé une autre approche. Marshall, nous sommes une famille. Les familles se pardonnent, surmontent les problèmes ensemble. Nous ne pouvons pas nous détruire à cause d'un malentendu. Un malentendu? Répétai-je d'une voix glaciale. Planifier de me faire déclarer mentalement incompétent est un malentendu. Me menacer d'accident physique est un malentendu. J'ai sorti un autre document de mon portefeuille. C'était une copie du rapport que mon avocat avait préparé détaillant tous les éléments juridiques de la maltraitance des personnes âgées que Marcus et Andrea avaient commis. Ce document est déjà entre les mains du procureur. Abus psychologiques sur personnes âgées, menaces de violence, complot en vue de commettre une escroquerie, tentative d'appropriation illégale de biens. Savez-vous combien d'années de prison ces crimes entraînent? Marcus s'est complètement effondré. Papa, s'il te plaît, je suis ton fils. Tu m'as élevé, tu m'as aimé. Tu ne peux pas faire ça. Mon fils? Ai-je demandé d'une voix étouffée mais ferme. Mon fils ne m'aurait jamais menacé. Mon fils n'aurait jamais prévu de me voler. Mon fils ne m'aurait jamais traité comme un déchet. Tu n'es pas mon fils. Tu es un étranger qui a vécu dans ma maison pendant 30 ans en faisant semblant de m'aimer. Les mots venaient du plus profond de ma douleur. Chaque syllabe était chargée d'années d'amour non partagé, de sacrifices non appréciés, d'humiliations silencieuses. Tu as élevé un monstre qui s'est retourné contre toi, et j'ajoutais en le regardant droit dans les yeux. Un monstre qui voyait son père adoptif comme un compte bancaire ambulant. Andrea a tenté de regagner le terrain perdu. Très bien. Peut-être que nous nous sommes trompés dans la façon dont nous abordons les choses, mais nous pouvons y remédier. Nous pouvons suivre une thérapie familiale. Thérapie familiale? Je l'ai interrompu. Pourquoi? Un psychologue pourra donc m'expliquer pourquoi mon fils veut voler ma maison et m'apprendre à mieux accepter les menaces de violence physique. Je me dirigeai vers la fenêtre d'où je les avais vus enterrer les documents cette nuit fatidique. Tout avait commencé là avec cette image de trahison qui était à jamais gravée dans ma rétine. Savez-vous quelle est la chose la plus douloureuse dans tout cela? Ai-je demandé sans me retourner. Ce n'est pas que tu veuilles voler mon argent. Ce n'est pas que tu veuilles la maison. C'est que tu ne m'as jamais vraiment aimé. Pendant 30 ans, tu as fait semblant de m'aimer en attendant que je meure pour hériter de mes biens. Ce n'est pas vrai, protesta faiblement Marcus. Je me tournai vers lui avec une expression qui le fit reculer. Ce n'est pas vrai. Alors explique-moi pourquoi tu ne me rends jamais visite par amour, seulement quand tu as besoin de quelque chose. Explique-moi pourquoi toutes tes conversations tournent autour de mon âge, mes limites, mon inutilité. Explique-moi pourquoi ta première réaction, quand je t'ai dit que j'étais seul, a été de réfléchir à la façon de profiter de ma vulnérabilité. Le silence qui a suivi a été dévastateur. Il n'avait aucune réponse, car il savait que chaque mot que j'avais dit était absolument vrai. De plus, j'ai continué d'une voix plus dure. Il y a autre chose que tu ignores. Le docteur Oliver n'a jamais cru tes mensonges sur mon état mental. J'ai vu Marcus pâle, en comprenant les implications. C'est vrai, je suis allé le voir personnellement. Je lui ai montré, lui les enregistrements où vous comptez utiliser vos mensonges pour me faire déclarer incompétent. Il est furieux. Un médecin respecté dont vous vouliez utiliser la réputation professionnelle pour valider vos mensonges criminels. Marcus se leva, chancelant. Que lui as-tu dit? La vérité. Que mon fils adoptif et sa femme ont planifié une fraude légale en utilisant son nom et sa réputation. Que vous avez menti sur ma santé mentale pour obtenir de faux documents médicaux que vous utiliseriez au tribunal. Le docteur Oliver avait en effet été furieux lorsque je lui avais tout raconté, non seulement à cause des mensonges, mais aussi parce qu'ils avaient essayé de faire de lui un complice involontaire d'une escroquerie légale.
Le docteur Oliver a déjà déposé un rapport corrigeant toutes les fausses informations que vous lui avez fournies. Ai-je continué? Et en plus de cela, il m'a fourni une évaluation médicale complète, confirmant que je suis parfaitement capable mentalement et physiquement de gérer mes propres affaires. Andrea s'est mise à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de repentir. Ils pleurèrent de panique lorsqu'elle réalisa que tous leurs mensonges s'effondraient simultanément. « Marshall, s'il te plaît, pouvons-nous résoudre ce problème? Pouvons-nous tout vous rendre? » « Rendez-moi quoi? » Je l'interrompis. « Vas-tu me rendre la dignité que tu m'as prise? Vas-tu me rendre les nuits de sommeil que j'ai perdues à cause de tes menaces? Allez-vous me redonner la confiance que j'avais en ma famille? » Je m'approchai de la table où reposaient encore les formulaires de maison de retraite qu'ils avaient apportés. Je les ai ramassés et les ai déchirés en petits morceaux sous leurs yeux. « C'est ce que je pense de votre projet de m'enfermer dans une maison de retraite, » dis-je alors que les morceaux de papier tombaient sur le sol. « Et c'est ce que je pense de vous en tant que famille. » Marcus a essayé un dernier recours désespéré. « Papa, je suis ton fils. Vous m'avez adopté quand j'avais 3 ans. Tu m'as élevé, éduqué, tu m'as aimé. Tout cela doit signifier quelque chose. » « Cela signifiait tout pour moi, répondis-je d'une voix étranglée mais ferme. « C'est pour ça que ça fait si mal. Parce que je t'aimais vraiment comme mon propre fils. Parce que j'aurais donné ma vie pour toi sans hésitation. Parce que chacun de vos succès, je le sentais comme le mien. Chacune de tes souffrances m'a fait plus mal que si c'était la mienne. J'ai vu comment mes mots le frappaient comme des coups de poing. Mais tu as transformé cet amour en faiblesse. Vous avez utilisé mon affection paternelle pour me manipuler. Vous avez interprété ma générosité comme de la stupidité. Et pire encore, tu as interprété mon âge comme une opportunité. Ce n'est pas comme ça. Papa, je jure que ce n'est pas comme ça. A-t-il plaidé? Ce n'est pas comme ça. Alors explique-moi cet enregistrement, dis-je en appuyant à nouveau sur play. Cette fois, c'était la voix de Marcus qui disait « Andrea, quand le vieil homme mourra, nous serons riches. Cette propriété vaut une fortune. » Le silence qui suivit fut absolu. Marcus s'est effondré comme s'il avait reçu une balle dans la poitrine. J'ai enregistré cette conversation il y a 1 mois alors que vous pensiez que je faisais ma sieste l'après-midi. Vous étiez dans la cuisine en train de planifier ma mort comme s'il s'agissait d'un événement financier opportun. La dévastation sur leur visage en entendant ce dernier enregistrement était absolue. Marcus couvrit le visage de ses mains, sachant qu'il n'y avait aucune issue possible. Andrea sanglotait, mais pas de repentir, mais de pure panique, réalisant que leur avenir venait de s'effondrer. « S'il te plaît, papa, » implora Marcus. « Pouvons-nous expliquer? Nous parlions de manière hypothétique. Nous ne parlions pas de manière hypothétique. » Je l'ai interrompu d'une voix d'acier. Planifier ma mort pour conserver mon héritage est hypothétique. Me désigner comme le vieil homme est un terme affectueux. J'ai de nouveau sorti mon téléphone et composé un numéro que j'attendais depuis des semaines. « Jacques, c'est Marshall. Oui, j'ai déjà les aveux dont nous avions besoin. Activez tout immédiatement. » Marcus se leva d'un bond. « À qui parles-tu? »« Mon avocat. Celui que vous cherchiez depuis des semaines sans trouver. Celui qui a légalement documenté chacun de vos crimes. » J'ai raccroché et je les ai regardés avec un sourire qui les faisait trembler. En ce moment, 3 procédures judiciaires sont simultanément activées contre vous. Premièrement, une action civile pour violence psychologique et menace contre une personne âgée. Deuxièmement, une plainte pénale pour complot en vue de commettre une fraude et une appropriation illégale de biens. Troisièmement, une ordonnance d'interdiction qui vous interdit de vous approcher de moi ou de mes biens. J'ai vu comment la couleur avait complètement disparu de leur visage. Mais ce n'est pas tout. J'ai continué à profiter de chaque seconde de leur terreur. J'ai également intenté une action en justice contre vous pour diffamation, notamment pour les mensonges que vous avez racontés au docteur Oliver sur mon état mental. Andrea se leva, chancelante. C'est faux. Vous ne pouvez pas détruire nos vies à cause d'un malentendu familial. Un malentendu familial? Répétai-je avec incrédulité. Menacer de me tuer est un malentendu familial. Planifier le vol de mon héritage est un problème domestique mineur. Marcus a essayé de s'approcher de moi, mais quelque chose dans mon expression l'a arrêté. « Papa, s'il te plaît, je suis tout ce que tu as. Sans moi, tu seras complètement seul. » Ces paroles m'ont frappé, mais pas de la manière à laquelle ils s'attendaient. Ils m'ont fait mal parce qu'ils ont révélé à quel point ils me connaissaient peu. Seul? J'ai ri d'un rire qui semblait libéré. Tu penses qu'être loin des gens qui me détestent et veulent me voler, c'est être seul? Pour la première fois depuis des années, je me sens accompagné. Accompagné de ma dignité, de mon estime de soi, de ma force. D'ailleurs,
Ajoutai-je en sortant un autre document. Je ne suis pas du tout seul. J'ai de vrais amis, des gens qui m'apprécient vraiment, des gens qui n'ont jamais vu mon âge comme une opportunité commerciale. Le document était une lettre de recommandation du club de lecture auquel j'avais commencé à participer dans la capitale. Des gens de mon âge qui étaient devenus de vrais amis, qui appréciaient ma compagnie sans arrière-pensée. Savez-vous quelle est la différence entre mes vrais amis et vous? Ai-je demandé. Ils sont contents quand j'arrive. Tu es heureux quand je pars. Ils apprécient ma compagnie. Vous supportez mon existence. Ils me voient comme une personne précieuse. Vous me voyez comme un compte bancaire ambulant. Marcus s'effondra sur le canapé, comprenant enfin qu'il avait perdu tout contrôle sur la situation. Que veux-tu que nous fassions? Demanda-t-il d'une voix défaite. Qu'est-ce que je veux que tu fasses? Répétai-je pensivement. Je veux que tu quittes ma maison immédiatement et que tu ne reviennes jamais. Je veux que vous rendiez les copies des clés que vous avez. Je veux que tu retires toutes tes affaires avant midi. Et puis, a demandé Andrea d'une voix étranglée, alors tu vas faire face aux conséquences juridiques de tes actes. Vous allez expliquer à un juge pourquoi vous avez menacé un homme de 69 ans. Vous allez expliquer à un procureur pourquoi vous aviez prévu de voler mes biens. Vous allez expliquer à un jury pourquoi vous avez considéré ma mort comme une opportunité financière. J'ai vu comment la réalité de leur situation commençait à pénétrer complètement dans leur cerveau. Il n'y avait aucune échappatoire, aucune négociation, aucun moyen de transformer. Cela en un malentendu familial. Mais il y a quelque chose de plus, ajoutai-je avec un sourire qui les fit pâlir encore plus. Parmi mes nouveaux amis du club de lecture, il y a un journaliste à la retraite du principal journal de la capitale. Elle a trouvé votre histoire absolument fascinante. Marcus se leva d'un bond. Que veux-tu dire? Je veux dire que l'histoire d'un fils adoptif qui menace et envisage de voler son père adoptif fera la une des journaux dimanche prochain. Le fils qui a voulu tuer le père qu'il a sauvé de l'orphelinat porte un titre très alléchant. Vous ne pensez pas? Andrea a commencé à hyperventiler. Vous ne pouvez pas faire ça. Marcus a un travail, une réputation. Je travaille dans une école. Cela détruira nos carrières. Vos carrières? M'exclamai-je avec une fausse surprise. Vous vous inquiétez pour votre carrière. Vous ne vous inquiétiez pas de ma vie lorsque vous planifiez mes accidents. Vous ne vous inquiétiez pas de mon bien-être lorsque vous envisagez de m'enfermer dans une maison de retraite contre ma volonté. Marcus a essayé un dernier recours désespéré. Papa, nous pouvons quitter le pays. Nous pouvons disparaître et ne plus jamais vous déranger. Mais s'il vous plaît, ne détruisez pas nos vies publiquement. Quittez le pays. J'ai ri en fugitif. C'est votre excellente solution. Fuyez comme des criminels. S'il vous plaît, supplia Andrea. Nous sommes jeunes. Nous pouvons changer. Nous pouvons en tirer des leçons. Jeune, répétai-je avec ironie. Marcus a 35 ans. Vous en avez 32. Vous n'êtes pas des adolescents qui ont commis une farce. Vous êtes des adultes qui ont systématiquement planifié le vol et les abus sur un homme âgé. Je me dirigeai vers la porte d'entrée et l'ouvris grand. Vous avez exactement 5 minutes pour quitter ma propriété. Si vous ne le faites pas volontairement, j'appellerai la police et je vous ferai arrêter pour intrusion. Marcus s'est approché de moi les larmes aux yeux. Papa, tu m'as élevé. Je t'aimais. Non, je l'ai interrompu d'une voix ferme. Je t'ai élevé. Je t'aimais. Tu as fait semblant de m'aimer en attendant que je meure pour hériter de mes biens. Il y a une différence fondamentale. S'il vous plaît, une dernière chance, plaida-t-il. Une dernière chance, pourquoi? Pour me menacer plus subtilement, pour me voler plus discrètement, pour planifier ma mort avec plus de soin. Andrea a essayé de me serrer dans ses bras, mais j'ai immédiatement reculé. Ne me touche pas. Tu n'as pas le droit de me toucher. Vous avez perdu ce droit lorsque vous avez décidé de voir mon corps comme un obstacle entre vous et mon argent. Marcus a rassemblé les papiers de la maison de retraite que j'avais déchirés et les a regardés avec désespoir, comme s'ils constituaient son dernier lien avec le plan qui s'était effondré. Sais-tu quelle est la chose la plus ironique dans tout ça? Ai-je demandé en les regardant récupérer leurs affaires. Si vous m'aviez simplement aimé sincèrement, si vous m'aviez traité avec respect et affection, je vous aurais tout quitté volontairement à ma mort. Mais votre cupidité vous a tellement aveuglé que vous avez détruit la seule chose qui aurait pu vous donner ce que vous vouliez. La vérité de ces paroles les frappa comme un marteau. Ils ont réalisé que leur propre avarice avait détruit la possibilité d'obtenir légitimement ce qu'ils désiraient tant. Maintenant, dis-je en regardant ma montre, vous avez 3 minutes et demie pour quitter ma propriété avant que j'appelle la police. Je les ai vus quitter ma maison comme les criminels qu'ils étaient, traînant leurs biens et leur dignité détruite.
Lorsque Marcus est retourné une dernière fois pour me regarder depuis la porte, ce qu'il a vu dans mes yeux lui a fait comprendre que l'homme qu'il avait élevé, aimé et protégé pendant 30 ans était mort pour lui pour toujours. « Au revoir, Marcus », dis-je d'une dernière voix. « Puissiez-vous avoir la vie que vous méritez. » Et j'ai fermé la porte. Une semaine plus tard, Marcus a essayé son dernier recours désespéré. Comme il ne pouvait plus me contacter directement en raison de l'ordonnance d'éloignement, il a décidé de faire quelque chose qui démontrait définitivement qu'il n'avait rien appris de tout ce qui s'était passé. Il a créé un profil sur une plateforme de médias sociaux et a commencé à diffuser en direct, essayant de manipuler l'opinion publique. Ma voisine Yolanda m'a traité de terrifié. Internet, disant des choses horribles sur toi. Je me suis connecté depuis mon appartement dans la capitale et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Il était là, assis dans ce qui ressemblait à un appartement bon marché, les yeux rouges à force de pleurer, parlant devant la caméra d'une voix étouffée. Mon père adoptif est devenu fou, a-t-il dit avec de fausses larmes coulant sur ses joues. L'homme qui m'a élevé, qui m'a aimé pendant 30 ans, m'accuse maintenant de choses terribles que je n'ai jamais faites. Son âge affecte son esprit et il ne reconnaît pas la réalité. Les commentaires en direct ont commencé à se remplir de messages de soutien. Pauvre gars, les personnes âgées deviennent parfois paranoïaques. Cela doit être très douloureux de voir son père dans cet état. Marcus a continué avec sa performance parfaite. Andrea et moi voulions seulement l'aider. Nous avons vu qu'il ne pouvait plus prendre soin de lui-même dans cette grande maison, qu'il dépensait de l'argent. Il n'avait pas besoin d'entretenir une propriété qui le dépassait physiquement. Nous voulions seulement qu'il soit en sécurité, pris en charge par des personnes spécialisées. Mais quand nous lui avons suggéré des options pour des endroits où il pourrait être meilleur, il a tout interprété comme si nous étions des criminels. Maintenant, il dit que nous avons menacé, que nous voulions lui faire du mal. C'est navrant de voir comment son esprit fabrique ces fantasmes paranoïaques. Les commentaires se sont multipliés. Des gens sans scrupules qui le remplissent d'idées sur les procédures juridiques et les poursuites. Ils exploitent un homme âgé vulnérable pour lui soutirer de l'argent. C'était une performance magistrale, chaque mot étant calculé pour se présenter comme la victime innocente d'un père sénile et d'avocats corrompus, chaque larme parfaitement synchronisée pour générer de la compassion. Si quelqu'un connaît mon père, Marshall Matthews, dites-lui que je l'aime, que je l'aimerai toujours, peu importe ce que sa maladie lui fait croire à mon sujet, que j'attends ici le jour où il retrouvera sa lucidité et pourra redevenir le père attentionné qu'il a toujours été. Les commentaires étaient extrêmement sympathiques. Tu es un fils merveilleux. Ton père a beaucoup de chance de t'avoir. N'abandonnez pas. L'amour gagne toujours. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps d'entrer dans le jeu. J'ai créé mon propre profil sur la même plateforme et lancé ma propre diffusion en direct. En moins de 5 minutes, plusieurs abonnés de Marcus avaient trouvé mon flux et les commentaires ont commencé à arriver. « Bonjour », dis-je d'une voix calme et claire. « Je m'appelle Marshall Matthews. Je suis le père scénique dont Marcus parle dans son émission et j'ai des choses à vous montrer. Des codes ciseaux officiels s'il. Second, you want to play for you some recording of conversation he had with my dear adoptive son, so you can judge for yourself who is telling the truth. He pressed play on the first recording. Marcus's voice fears the broadcast. At your age, living alone in this big house, many accidents can happen. The stairs are dangerous for all the person. The comment changed immediately. What was that? That sounded like a threat. Ouais, is a threatening his father? That was a direct threat. J'ai expliqué calmement. Maintenant, écoutez. Cet hôte. J'ai fait écouter l'enregistrement où Marcus disait « Quand le vieil homme mourra, nous serons riches. Cette propriété vaut une fortune. » Puis les commentaires étaient assourdissants. Puis des messages complètement différents ont commencé à apparaître. Mon Dieu, quel fils horrible. Il prévoyait de le voler. J'ai des heures d'enregistrement comme ceci. Ai-je continué? Des conversations où ils envisagent de me faire déclarer mentalement incompétent, où ils discutent de la façon de vendre ma propriété, où ils me désignent comme le vieil homme et planifient ma mort comme un événement financier opportun. Et les commentaires sont devenus une avalanche d'indignation contre Marcus. Quel monstre! Pauvre monsieur! Comment peut-il faire ça à son propre père? Pauvre homme! Quel cauchemar! Et finalement, je dis avec un sourire, je veux te montrer quelque chose que Marcus ne sait pas que j'ai. J'ai tenu devant la caméra l'acte de propriété de mon appartement dans la capitale. Il s'agit d'une propriété dont j'ai hérité il y a 8 mois et d'une valeur de 500 000 $. Musique Marcus n'était pas au courant de cet héritage lorsqu'il envisageait de voler ma maison principale.
Il s'avère que le vieil homme pittoresque qui ne peut pas prendre soin de lui-même possède 2 propriétés et un compte bancaire qu'il n'aurait jamais imaginé. Les commentaires ont explosé. Quel rebondissement de l'intrigue. Le monsieur est plus intelligent que son fils. Marcus est un idiot en plus d'être un criminel. Oh, j'ai ajouté avec désinvolture. Et je suis également propriétaire partiel de 3 entreprises locales que j'ai achetées avec une partie de mon héritage. Il s'avère que ce pauvre vieil homme qui a dû être enfermé dans une maison de retraite possède des actifs dépassant $1 million. La diffusion est devenue virale en temps réel. Les commentaires arrivaient si vite qu'il était impossible de les lire, mais le ton était unanimement favorable à moi et condamnant Marcus. Pour finir, j'ai dit en regardant directement la caméra, je veux envoyer un message à mon cher fils adoptif qui regarde certainement ça. Marcus, tu as dit que ton père était devenu fou. Vous aviez raison. Je suis devenu fou, laissant 30 ans de manque de respect. Je suis devenu fou en sacrifiant mon bien-être pour quelqu'un qui ne voyait ma mort que comme une opportunité commerciale. J'ai fait une pause dramatique, mais maintenant j'ai retrouvé la raison. Et avec cette raison vient la détermination de vous assurer que vous faites face à toutes les conséquences juridiques de vos actes. Les documents que j'ai présentés au procureur comprennent tous ces enregistrements. Lundi matin, vous serez arrêté pour maltraitance envers les personnes âgées, menaces de violence et complot en vue de commettre une fraude. Les commentaires étaient une célébration. Justice, qui l'arrête. Tu es un guerrier, Marshall. À tous ceux qui regardaient, j'ai continué. Je veux que vous sachiez que nous, les personnes âgées, ne sommes pas des victimes impuissantes attendant d'être exploitées. Nous pouvons être intelligents, préparés. Si nécessaire, nous pouvons défendre notre dignité de manière absolument impitoyable. J'ai terminé l'émission avec plus de 50 000 téléspectateurs et des milliers de commentaires de soutien. En moins d'1 heure, des extraits de mon émission étaient partagés par tous les médias sociaux. Marcus avait tenté de détruire publiquement ma réputation, mais il avait obtenu exactement le contraire. Sa propre émission est devenue une source de moquerie. Les commentaires sur sa vidéo étaient désormais complètement différents. Menteur, ton père t'a détruit. Quelle honte! Marcus avait perdu la guerre numérique de façon spectaculaire. Sa tentative de manipuler l'opinion publique était devenue son humiliation la plus absolue. Lundi matin, exactement comme je l'avais promis dans mon émission virale, Marcus a été arrêté dans son appartement. Les images sont apparues sur toutes les informations locales. Le fils qui avait tenté de voler et d'abuser de son père adoptif a été menotté, tandis que les voisins le regardaient avec mépris. Andrea a également été arrêtée sur son lieu de travail. L'école où elle enseignait l'a immédiatement suspendue lorsqu'elle a eu connaissance des accusations. Un enseignant accusé d'avoir planifié la maltraitance des personnes âgées n'était pas exactement l'image qu'il voulait projeter. Mais la vraie justice est venue 3 mois plus tard. Au cours du procès public, le procureur avait construit un dossier accablant en utilisant tous mes enregistrements, les documents enterrés, le témoignage du docteur Oliver et les mensonges documentés qu'ils avaient racontés sur mon état mental. Le jour où j'ai témoigné a été le moment le plus satisfaisant de tout ce cauchemar. J'ai entré sa salle d'audience, vêtu d'un élégant costume bleu marine que j'avais acheté spécialement pour l'occasion, portant une mallette avec toutes les preuves de mes biens réels et avec ma dignité entièrement restaurée. Marcus était assis à la table des accusés, méconnaissable de l'homme qui croyait contrôler ma vie. Il avait perdu du poids, avait de profondes cernes sous les yeux et son costume bon marché ne pouvait cacher le désespoir qu'il dégageait. Lorsque le procureur m'a demandé de raconter les faits, j'ai parlé d'une voix claire et ferme. Chaque mot que je prononçais résonnait dans cette pièce comme un marteau de justice. Pendant des mois, les accusés ont élaboré un plan systématique pour me dépouiller de mes biens et de ma liberté. J'ai commencé. Ils ont utilisé mon âge comme prétexte pour me traiter comme si j'étais mentalement incapable, ont menacé mon intégrité physique, ont menti aux professionnels de la santé pour obtenir de faux documents et ont planifié ma mort comme s'il s'agissait d'un événement financier opportun. Le jury écoutait avec une horreur croissante la diffusion des enregistrements. La voix de Marcus, disant « Quand le vieil homme mourra, nous serons riches », résonnait dans cette salle comme un aveu absolu de son âme. La culpabilité. Lorsque ce fut au tour de l'avocat de la défense de m'interroger, il essaya de me décrire comme un homme vindicatif qui avait mal interprété les intentions bienveillantes de son fils. « Monsieur Matthews » m'a-t-il demandé sur un ton condescendant, « n'est-il pas possible que vous ayez mal interprété les inquiétudes légitimes de votre fils concernant votre bien-être » Ma réponse a été dévastatrice. « Conseiller, lorsque quelqu'un planifie votre mort pour hériter de vos biens, lorsqu'il vous menace d'accidents physiques, lorsqu'il vole des documents juridiques dans votre coffre-fort personnel, lorsqu'il ment aux médecins sur votre état mental, lorsqu'il vous présente comme le vieil homme qui devrait bientôt mourir, il n'y a pas de mauvaise interprétation possible.
Il y a une planification criminelle. L'avocat a essayé un autre angle. Ne pensez-vous pas que peut-être votre fils était inquiet uniquement parce que vous, à 69 ans, vivez seul sur une grande propriété? Mon âge n'est pas un handicap, ai-je répondu d'une voix ferme. Et ma capacité à vivre de manière indépendante est médicalement documentée, mais plus important encore, ma capacité financière à maintenir mon style de vie est plus que prouvée. C'est alors que le procureur m'a demandé de révéler ma véritable situation économique. C'est avec une grande satisfaction que j'ai présenté au tribunal tous les documents prouvant mon patrimoine réel. Mesdames et messieurs du jury, dis-je en m'adressant au jury, en plus du ranch, les accusés voulaient me voler. Je suis propriétaire d'un appartement dans la capitale évalué à 500 000 $. J'ai des comptes bancaires totalisant 300 000 $ et je suis associé partiel dans 3 entreprises qui génèrent un revenu mensuel de 4 000 $. Le silence dans la pièce était total. Marcus s'effondra sur sa chaise, entendant des chiffres qu'il n'avait jamais imaginés. Les accusés, ai-je poursuivi, projetaient de voler un homme qu'ils croyaient vulnérable et sans ressources. En réalité, ils ont tenté de frauder quelqu'un dont les actifs dépassent 1,5 million de $. Leur incompétence criminelle est aussi évidente que leur manque de scrupules moraux. Le verdict fut unanime et rapide. Marcus a été condamné à 5 ans de prison pour maltraitance envers les personnes âgées, menaces de violence et complot en vue de commettre une fraude. Andrea a été condamné à 3 ans pour complicité. Tous deux ont été condamnés à payer 200 000 $ de dommages et intérêts pour préjudice psychologique et diffamation. Mais la vraie justice est venue après, lorsque leurs vies se sont complètement effondrées. Marcus a perdu son emploi lorsque son employeur a eu connaissance des accusations criminelles. Personne ne veut embaucher quelqu'un reconnu coupable d'avoir abusé de son propre père adoptif. Andrea a non seulement perdu son emploi d'enseignante, mais a également été inscrite sur une liste lui interdisant de travailler avec des mineurs ou des personnes âgées. Sa carrière éducative s'est terminée pour toujours. L'appartement bon marché où il vivait a été saisi car ils ne pouvaient pas payer l'hypothèque sans leur travail. Leurs quelques amis les ont abandonnés lorsque l'histoire est devenue virale. Même leur propre famille avait honte d'être associée à eux. Pendant ce temps, je m'épanouissais dans ma nouvelle vie. Mon appartement dans la capitale est devenu mon parfait refuge. J'avais des voisins respectueux, des services médicaux de première classe, des activités culturelles infinies, surtout une paix absolue. J'ai rejoint 3 clubs différents, un pour la lecture, un pour le jardinage et un pour les investissements financiers. J'ai rencontré des gens formidables qui valorisaient réellement mon entreprise sans arrière-pensée. Avec l'argent que j'avais gardé secret, j'ai décidé de rénover complètement mon ranch d'origine. Je l'ai transformé en maison d'hôtes pour personnes âgées abandonnées par leur famille. Un endroit où des gens comme moi pourraient vivre dans la dignité, le respect et une véritable affection. L'ironie était parfaite. La maison que Marcus avait voulu me voler est devenue un refuge pour les victimes de violences familiales, un endroit où personne ne serait traité comme un fardeau ou une nuisance. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre de prison. Il s'agissait bien sûr d'une lettre pathétique de Marcus, pleine de supplications et de fausses excuses. Cher papa, ça a commencé. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à mes erreurs. Je me rends compte que j'ai mal interprété la situation, que j'ai peut-être trop insisté sur ton déménagement, mais tout est venu par amour, par désir de te protéger. Chaque ligne était plus manipulatrice que la précédente. Il essayait de réécrire l'histoire, de transformer ses menaces criminelles en malentendus familiaux. Je sais que tu peux trouver dans ton cœur le pardon pour ton fils qui a commis des erreurs, mais qui t'a toujours aimé. Quand je sortirai d'ici, je veux reconstruire notre relation. Je veux montrer que je suis le fils que je mérite d'être. La lettre se terminait par une supplication désespérée. S'il te plaît, viens me voir. J'ai besoin de te voir. Je veux que tu saches que tout cela n'était qu'un terrible malentendu que nous pouvons surmonter ensemble. Ma réponse fut simple et catégorique. Je lui ai envoyé un simple mot. Les monstres ne méritent pas de seconde chance. Je n'ai plus jamais eu de contact avec lui. 1 an après cette nuit-là, quand je l'ai vu enterrer des documents dans mon jardin, je vis la vie la plus épanouissante et la plus satisfaisante depuis des décennies. J'ai de vrais amis, des projets qui me passionnent, une sécurité financière et quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années. Un respect absolu pour moi-même. Ma maison d'hôte accueille 12 personnes âgées qui ont été maltraitées par leur famille. Chaque histoire est différente, mais elles partagent toutes le même fil conducteur. Des enfants, des petits-enfants ou des proches qui ont vu leur âge comme une opportunité plutôt que comme une sagesse. J'ai appris quelque chose de fondamental au cours de cette expérience. Le véritable amour ne nous oblige pas à nous détruire pour les autres. La gentillesse ne signifie pas tolérer les abus. Et se protéger n'est pas de l'égoïsme. C'est une question de survie.
Je ne regrette pas d'avoir adopté Marcus. Je regrette seulement de ne pas avoir compris plus tôt que la gentillesse ne doit jamais se faire au prix de l'autodestruction, que donner de l'amour ne signifie pas renoncer à sa dignité, et qu'être père ne signifie pas être victime. Aujourd'hui, j'ai 70 ans et je ne me suis jamais senti aussi puissant, aussi respecté, aussi vivant. Marcus croyait que mon âge était ma faiblesse. Il s'est avéré que c'était ma plus grande faiblesse, point une force dévastatrice, car un homme âgé qui n'a plus rien à perdre est la force la plus dangereuse de l'univers. Si vous avez aimé mon histoire, vous pouvez me soutenir en me laissant un grand merci. Ainsi, je pourrai écrire de nombreuses autres histoires comme celle-ci. Merci beaucoup d'avance. Et vous, que feriez-vous à sa place? J'aimerais vraiment connaître votre avis. Alors, écrivez-moi dans les commentaires. Je suis toujours curieux de savoir ce que vous en pensez. Oh, et dites-moi aussi où vous avez entendu cette histoire. Si vous voulez entendre d'autres récits de vie comme celui-ci, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne Father S. Advice. Beaucoup d'autres vous attendent. Gros bisous et à bientôt. Je me suis réveillé à 3 heures du matin par un bruit étrange venant du jardin. Je me suis levé, confus, et je suis allé à la fenêtre de ma chambre. Ce que j'ai vu m'a paralysé. Mon fils Marcus et ma belle-fille Andrea étaient dans mon jardin, une lampe de poche à la main, en train d'enterrer quelque chose dans le sol. Leurs mouvements étaient désespérés, nerveux, comme s'ils commettaient un crime. Je suis resté là, caché derrière le rideau, à observer les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance, qui faisaient quelque chose dans mon dos au milieu de la nuit. Une fois terminé, ils ont rapidement recouvert le trou et se sont faufilés dans la maison comme des voleurs dans l'obscurité. J'ai attendu qu'ils partent travailler le lendemain. Mon cœur n'avait pas arrêté de battre fort depuis que je les avais vus. J'ai attrapé une pelle et je suis allé directement à l'endroit où ils avaient creusé. La terre était meuble, fraîche. J'ai commencé à creuser, les mains tremblantes, ne sachant pas ce que j'allais trouver. Lorsque j'ai finalement exhumé l'objet enterré, j'ai failli m'évanouir sous le choc. Je n'arrivais pas à croire ce que j'avais devant moi. C'était quelque chose qui allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur ma famille, sur ma vie, sur les gens que j'avais aimés et protégés pendant des décennies. Mais pour comprendre pourquoi ce que j'ai découvert a détruit mon âme, il faut savoir qui je suis. Je m'appelle Marshall Matthews. J'ai 69 ans et toute ma vie, j'ai été le genre d'homme qui donne tout pour sa famille. Le genre d'homme qui se sacrifie sans rien demander en retour, qui fait passer les besoins des autres avant les siens. Marcus est entré dans ma vie alors qu'il n'avait que 3 ans. Sa mère était morte dans un accident de voiture et il était complètement seul au monde. Mon cœur s'est brisé quand je l'ai entendu pour la première fois dans cet orphelinat. Si petit, si perdu, si désespéré. Ma femme et moi ne pouvions pas avoir d'enfant biologique, alors nous avons décidé de l'adopter immédiatement. Dès cet instant, Marcus est devenu le centre de mon univers. Je lui ai donné tout l'amour que j'avais stocké dans le cœur frustré de mon père. Je l'ai élevé comme s'il était de mon sang. Je l'ai protégé de tout mal. Je l'ai éduqué avec les meilleures valeurs possibles. J'ai travaillé jour et nuit pour lui offrir la meilleure vie possible. À ses 18 ans, j'ai même mis ce ranch à son nom, pour qu'il se sente pleinement intégré à la famille. Il y a 3 ans, il a épousé Andrea. Au début, je l'ai appréciée. C'était une jeune femme polie et travailleuse qui semblait sincèrement aimer mon fils. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. De petites remarques irrespectueuses sur mon âge. Des suggestions comme quoi il était peut-être temps pour moi d'envisager une maison de retraite. Des regards complices avec Marcus quand il pensait que je ne les regardais pas. Ma femme est décédée il y a 5 ans, et depuis, je vis seul dans cette maison que nous avons construite ensemble. Un magnifique ranch en périphérie de la ville avec 1,2 hectares de terrain et une maison de campagne qui vaut une fortune. Durant ces années de veuvage, Marcus et Andrea ont commencé à me rendre visite plus fréquemment. Au début, je pensais que c'était parce qu'ils s'inquiétaient pour moi, parce qu'ils voulaient prendre soin de leur père veuf. Quelle naïveté j'avais de croire leurs intentions pures. Maintenant, avec ce que j'avais trouvé enterré dans mon jardin, tout commençait à prendre sens, de la manière la plus douloureuse qui soit. Ces dernières semaines, j'avais remarqué que Marcus semblait nerveux, agité. Andrea aussi se comportait étrangement, comme s'il complotait quelque chose dans mon dos. Je les entendais chuchoter dans la cuisine, et dès que je suis entré, ils ont